Je voudrais tout d'abord remercier Jean-Marie Leméné de m'avoir mis en confiance avant cet exposé. Mais plus sérieusement, je voudrais remercier très chaleureusement tous ceux d'entre vous qui, par leurs dons, ont permis au conseil scientifique que je préside d'attribuer chaque année 40 contrats de recherche à des laboratoires français et étrangers et d'avoir aussi autorisé la tenue de ces journées internationales Jérôme Lejeune. Ces journées internationales ont permis de réunir des chercheurs qui ont effectué 28 communications orales, et ils venaient de différents pays que vous avez ici sur cette projection. En même temps, 52 chercheurs affichaient leurs résultats scientifiques dans l'espace qui est situé derrière l'amphithéâtre. Et là aussi, vous voyez l'origine des différents chercheurs. Là, vous voyez ici représentés deux ensembles. Un ensemble qui est celui du retard mental. Comment marche la tangente ? Et par ailleurs, un ensemble qui est celui des maladies génétiques. Le retard mental n'est pas toujours d'origine génétique. Les maladies génétiques ne s'accompagnent pas toujours de retard mental. Et vous voyez l'intersection de ces deux ensembles. Cette intersection, c'est le domaine de prédilection de la Fondation Jérôme Lejeune, qui s'intéresse donc aux maladies génétiques provoquant un retard mental. Les maladies génétiques ne s'accompagnent pas toujours de retard mental, et même dans des cas extrêmement rares, peuvent conférer un avantage. C'est le cas pour le célèbre violoniste Paganini, qui était atteint d'une maladie génétique du tissu élastique, ce qui lui donnait une dextérité extraordinaire. C'est également le cas, et ceci a été découvert seulement l'an dernier, d'un nanisme, le nanisme de Laron, qui est dû à une anomalie soit de synthèse, soit d'action de l'hormone de croissance. Et on s'est aperçu récemment que tous les sujets atteints de ce nanisme n'avaient jamais ni cancer, ni diabète. Vous pouvez donc imaginer l'intérêt de cette observation. Les maladies génétiques, il faut les identifier, il faut les modéliser, il faut les traiter. Les identifier. On découvre, je ne dis pas chaque jour, mais sans cesse, de nouvelles maladies génétiques. Plusieurs ont été signalées pendant ces journées internationales par des affiches scientifiques. Alors, j'ai fait simplement pour les mois de janvier et février la liste des maladies génétiques nouvelles qui ont été publiées dans les newsletters d'Orphanet, qui est un site qui s'intéresse aux maladies rares. Vous voyez, il y a 8 maladies qui ont été décrites en janvier et février 2011. Ces maladies sont liées, dans certains cas, dans 5 cas, à une mutation dans un gène, c'est-à-dire un changement minime du code génétique qui provoque une anomalie d'une protéine. Et dans 3 cas, il s'agissait de la perte d'un fragment chromosomique, ce qu'on appelle une microdélétion. Soit d'un fragment, donc microdélétion d'un fragment dans un cas, dans un autre cas, un gène était perdu, et enfin, dans le dernier cas, 2 gènes étaient perdus. Donc, l'identification des maladies génétiques, c'est la première étape qu'il nous faut franchir. Eh bien, très récemment, et ceci a été également indiqué dans certaines affiches scientifiques, le séquençage complet du génome de l'individu est devenu abordable, techniquement, assez rapide, et d'un coût finalement relativement raisonnable. Dans les 230 000 gènes qui existent chez l'homme, on connaît un certain nombre de maladies monogéniques, c'est-à-dire où un seul gène est atteint. Et pour ces maladies monogéniques, vous voyez qu'il existe encore 1500 gènes, ou plus exactement 1500 maladies monogéniques pour lesquelles le gène responsable n'a pas été identifié. Eh bien, grâce au séquençage complet du génome, qui est une technique qui commence maintenant à être disponible, on va arriver à identifier les gènes responsables dans ces 1500 maladies monogéniques. À titre d'exemple, voici une maladie qui est la métachondromatose,
qui a été décrite en 1971 par Pierre Marotto, un pédiatre, donc à Necker, enfant malade, donc à 2 pas d'ici, qui est caractérisé par différentes anomalies, dont des exostoses multiples, et pour lesquelles l'identification du gène a été faite uniquement l'an dernier, donc presque 30 ans après sa description, grâce à cette méthodologie qui va certainement bouleverser nos connaissances sur les maladies monogéniques. Quels sont les mécanismes connus de l'apparition de maladies génétiques? Eh bien, lorsque dans l'ADN... J'arriverai pas à le faire marcher. Si, ça marche. Voilà. Existe une mutation. Ce sont des mécanismes qui étaient connus à la fin du XXe siècle. Des pertes de fragments chromosomiques, de délétions d'un fragment, une microdélétion, d'un chromosome entier. Donc ceci est à l'origine de maladies génétiques. On s'est aperçu vers la fin du XXe siècle que la perte d'un fragment d'un chromosome créait des problèmes cliniques différents selon que le morceau chromosomique perdu provenait du chromosome maternel ou du chromosome maternel. Donc il y a ce qu'on a appelé une empreinte parentale, qui est un phénomène qui a beaucoup surpris. La duplication, c'est-à-dire l'augmentation du matériel génétique, peut atteindre un fragment ou, dans le cas de la trisomie 21, bien connu, un chromosome entier. Et enfin, le dernier mécanisme connu au XXe siècle, c'est l'expansion d'un gène, c'est-à-dire un gène qui va devenir plus long que normalement, et ceci entraîne des pathologies, dont en particulier le syndrome dit de l'X fragile, qui est à l'origine de retard mental. Enfin, et ça a été aussi une découverte vers la fin du XXe siècle, on s'est aperçu que les mitochondries, qui sont ces centrales énergétiques qui se trouvent dans les cellules à un grand nombre d'exemplaires, pouvaient provoquer des anomalies et des maladies mitochondriales qui avaient cette particularité d'être des maladies qui pouvaient survenir dans n'importe quel tissu, n'importe quel organe, qui pouvaient survenir à n'importe quel âge de la vie et qui pouvaient également provoquer des anomalies extrêmement graves, ces maladies étant à transmission exclusivement maternelle. Alors on pouvait croire à la fin du XXe siècle que l'histoire de la génétique était terminée. Quelle erreur! Le XXIe siècle nous apporte 2 découvertes majeures et dont on a discuté, qui ont été présentées au cours de ce congrès. Première découverte majeure, la découverte des micro-RNA. De quoi s'agit-il? Il s'agit de petits fragments d'un acide nucléique qui ressemble à l'ADN, mais qui n'est pas de l'ADN, qui en est proche, et qui sont dispersés dans le génome. On en connaît maintenant 500, dont certains dans le chromosome 21. Et chaque micro-RNA a la capacité de réguler plusieurs gènes, et donc de modifier la fonction de ces gènes. Un tiers des 230 000 gènes de l'organisme est régulé par des micro-RNA. Vous voyez l'importance de cette découverte. Alors, les micro-RNA, cela donne actuellement une littérature considérable. Ce sont des marqueurs, ils sont utilisés comme marqueurs du cancer. Ils sont utilisés comme des cibles thérapeutiques. On commence à fabriquer des anti-micro-RNA et qui sont actuellement testés en clinique. Donc c'est un domaine considérable. Un des chercheurs présents aux Journées internationales, Jérôme Lejeune, nous a montré un des premiers cas d'intervention directe des micro-RNA. Une mutation dans un micro-RNA provoque une maladie, une encéphalopathie, qui a été décrite dans l'île de la Réunion. Donc vous voyez tout un domaine qui s'ouvre, inattendu. Deuxième domaine également très important qui s'ouvre à nous, c'est la variation du nombre de copies de gènes. C'est un élément, on connaissait des duplications, mais on pensait qu'elles étaient rares et qu'elles intervenaient assez peu finalement. Eh bien, en fait, on s'aperçoit qu'il y a de trop nombreuses variations d'un individu à l'autre en ce qui concerne certains gènes. Certaines personnes peuvent avoir une copie d'un gène, d'autres 2, 3, etc. Et dans certains cas, on a vu jusqu'à 13 copies du même gène, c'est le même individu.
Eh bien, ces très nombreuses copies d'un même gène peuvent modifier considérablement la réponse d'un individu, par exemple à des médicaments. J'ai pris l'exemple de 1 à 13 gènes. On connaît ceci pour un gène qui commande une activité enzymatique qui modifie le métabolisme des médicaments. Et on sait que certaines personnes réagissent différemment des autres vis-à-vis d'un certain médicament, et ceci a été illustré par des données récentes sur un médicament utilisé dans le diabète. 12% du génome est impliqué par ces variations du nombre de gènes. On s'est aperçu que ces copies en nombre variable de gènes intervenaient dans le déterminisme de l'autisme, de la schizophrénie, de certaines épilepsies, de la maladie de Gilles de la Tourette, etc. C'est un domaine qui s'ouvre, il est loin d'être fermé. Plus étonnant, on s'est aperçu que chez des individus complètement normaux, il pouvait y avoir, cette fois-ci, une disparition d'un gène, d'un fragment d'un gène, ou d'un fragment d'ADN qui n'avait aucune répercussion. Deuxième étape dans l'étude des maladies génétiques, c'est la modélisation. La modélisation, cela consiste à créer une maladie ou une maladie proche chez l'animal, en général la souris, et ces modèles animaux sont très précieux pour l'étude des maladies génétiques. Donc le but, c'est par exemple de détruire un gène, ou au contraire d'augmenter l'existence de ce gène, de surexprimer ce gène. On peut également, et dans d'autres modèles animaux, surexprimer un ensemble de gènes. Ceci a été très important dans toutes les études qui sont menées sur la trisomie 21. Voilà un certain nombre de modèles animaux qui ont été réalisés pour modéliser la trisomie 21. On peut également, bien sûr, supprimer un ensemble de gènes. Ça a également été obtenu. Alors, est-ce qu'il y a eu de nouveaux modèles au XXIe siècle? Oui. Et on peut le dire grâce à l'appui financier de la Fondation Jérôme Lejeune. En effet, un chercheur français a reçu une subvention pour fabriquer de nouveaux modèles de la trisomie 21, et en particulier des modèles d'animaux qui surexpriment une partie d'un chromosome analogue au chromosome 21, ce qui n'avait jamais été réalisé. Un autre chercheur, un chercheur américain, lui a réussi autre chose. Il a créé un modèle où tous les gènes du chromosome 21 sont surexprimés, alors que les modèles dont on disposait jusqu'alors, c'était 130 gènes, 88, etc. Donc un petit nombre par rapport aux 230 gènes à peu près du chromosome 21. Donc deux avancées importantes dans la compréhension, dans l'étude des mécanismes futurs de la trisomie 21 sont liées à des contrats de recherche attribués par le conseil scientifique de la Fondation Lejeune. Alors les modèles cellulaires, des modèles cellulaires classiques ont été également réalisés, on les connaît, mais la nouveauté, ce sont les cellules IPS. De quoi s'agit-il? Les cellules embryonnaires ont toutes les potentialités possibles, vous le savez, elles donneront naissance à un très grand nombre de types cellulaires, dont les cellules de la peau, les fibroblastes et les neurones. Les cellules IPS, ce sont des fibroblastes que l'on transforme en cellules ayant des potentialités extrêmement grandes et qui peuvent, dans une deuxième étape, donner naissance à des cellules neuronales. Eh bien, vous voyez l'intérêt de ces modèles. À partir de fibroblastes de la peau, on peut faire des cellules de type neuronal à partir donc chez un individu. La Fondation Jérôme Lejeune a subventionné des travaux qui ont été exposés dans une affiche scientifique et qui ont permis de transformer des fibroblastes de trisomie 21 en cellules neuronales dont on va pouvoir commencer l'étude maintenant, et cela va être très important dans la recherche thérapeutique. Traiter les maladies génétiques. D'abord, il faut apprécier et quantifier les anomalies de la cognition. Et ceci a donné lieu à plusieurs interventions orales que je ne peux pas résumer ici. Il existe des traitements symptomatiques. Ceux-ci sont très importants pour le confort
la vie des malades et de leurs familles. Beaucoup de ces traitements symptomatiques seront abordés tout à l'heure. Les maladies monogéniques. Plusieurs approches. On peut supprimer un apport toxique. Alors, ceci a été vrai dans une maladie qui est la phénylcétonurie. L'alimentation apporte un produit A qui donne normalement un produit B, qui donne normalement un produit C. Si il y a blocage entre A et B, on accumule un produit qui peut être un produit toxique. C'était de la phénylalanine dans cette maladie qui est la phénylcétonurie. Bien, il a suffi de diminuer l'apport dans l'alimentation et on a ainsi empêché l'apparition d'un retard mental. Et maintenant, bien sûr, cette maladie est dépistée dès la naissance. Deuxièmement, apporter la protéine manquante. Alors, on a tous en tête l'exemple de l'hémophilie, même si ce n'est pas une maladie qui crée un retard mental. Mais pour certaines maladies ayant un retard mental, on sait également apporter la protéine manquante. Les exemples sont assez rares. Apporter le gène altéré, c'est le but de la thérapie génique. Et un chercheur français, subventionné par la Fondation Jérôme Lejeune, nous a montré que dans une maladie liée à chromosome X, il était possible de réaliser une autogreffe, c'est-à-dire qu'on prenait les cellules de la moelle osseuse des patients, on administrait le gène manquant et on réinjectait ces cellules dans la circulation et on provoquait ainsi une amélioration de la situation et on bloquait l'apparition potentielle d'un retard mental. Agir sur une conséquence de la maladie. Et cela a été très abondamment discuté pendant les 2 jours qui ont précédé cette réunion. Voici par exemple ce qui se passe en schématisant très fortement ce qui se passe dans le syndrome de l'X fragile, qui est donc un retard mental lié au chromosome X. On sait qu'au niveau cérébral, il existe un équilibre entre 2 produits, le glutamate et le GABA. Situation normale. Situation dans l'X fragile, le glutamate et le GABA sont en déséquilibre. La thérapeutique abordée a consisté à utiliser une substance qui va agir sur un récepteur du glutamate pour rétablir l'équilibre. Eh bien, ceci a été réalisé pour l'X fragile sur 3 sites. Le produit est un produit commercialisé par Novartis et qui est donc en cours d'expérimentation. Il y a eu 30 patients qui ont été traités avec des résultats, semble-t-il, très favorables dont on nous a parlé aujourd'hui, qui sont liés donc à la présence de cette substance. Aux États-Unis, un autre produit est en cours d'expérimentation qui, lui, agit sur ce plateau de la balance. Dans la trisomie 21, le problème, c'est que nous ne savons pas combien de gènes du chromosome 21 sont directement ou indirectement responsables du retard mental. Et par ailleurs, nous ne savons pas si l'ADN qui ne correspond pas à des gènes a ou non un effet sur le retard mental. Alors, quelle est la situation ? Eh bien, il y a beaucoup d'expérimentations animales menées sur les modèles animaux dont nous avons parlé, les souris dont nous avons parlé. Alors, ces modèles animaux sont traités par différents médicaments et on étudie le résultat de ce traitement sur l'apprentissage et sur le comportement des animaux. Alors, voici un certain nombre de substances, plus exactement de moyens thérapeutiques qui ont été utilisés. Et si vous me donnez encore 1 minute ? À peine. Bon, 2 minutes. 2 minutes, ah merci. Eh bien, voici donc une première étude qui a été menée, qui a consisté à administrer à des animaux un agoniste adrénergique. Les résultats ont été satisfaisants. Actuellement, ce produit qui avait été essayé sur des volontaires a provoqué suffisamment de soucis pour qu'on ne puisse pas continuer à l'utiliser. Agoniste SH2. Un produit a été injecté chez des nourrissons nouveau-nés et a complètement fait disparaître les anomalies du cervelet, qui sont des anomalies analogues à celles que l'on trouve dans la trisomie 21.
Ici, un troisième produit qui a été utilisé, qui est un produit du laboratoire Merck, qui s'est révélé avoir une toxicité rénale. Et donc, actuellement, ils essaient d'avoir un autre produit qui soit du même ordre, mais qui n'ait pas de cette toxicité. L'inhibition de mTOR. mTOR, c'est un sigle qui représente une voie qui se situe dans les mécanismes cognitifs et qui sera la cible d'un très grand nombre d'essais cliniques dans différentes situations, probablement aussi bien l'X fragile que la schizophrénie, l'autisme, etc. Le produit utilisé porte le nom de rapamycine. C'est un antibiotique qui a été isolé d'une bactérie isolée elle-même dans l'île de Pâques, d'où son nom, Rapa, qui est le nom de l'île de Pâques. Et cette rapamycine a des propriétés, est utilisée en clinique pour ses propriétés immunosuppressives, a été utilisée dans une maladie génétique, on en a parlé hier, qui est la sclérose tubéreuse de Bourneville, qui donne un retard mental, et elle a été efficace, elle s'est révélée efficace sur les modèles animaux. Alors, qu'est-ce qui existe en essai clinique actuellement? Eh bien, deux types de produits. Un antagoniste des récepteurs, certains récepteurs du glutamate, qu'on appelle les NMDA, qui porte le nom, et le produit porte le nom de mémantine. Alors, en ce qui concerne ce produit, la mémantine, on nous en a parlé ce matin. Il y a eu un essai clinique à Denver. Malheureusement, il n'y a pas eu encore de... Comment dire? Les résultats ne sont pas encore définis. Et puis, il y a un produit qui est un inhibiteur, cette fois-ci, d'une activité enzymatique du chromosome 21. Des modèles animaux ont montré que des souris qui surexpriment cette activité enzymatique avaient des anomalies comportementales et de l'apprentissage. Et que l'utilisation de cette substance, qui est l'épigalocatéchine, avait permis sélectivement d'inhiber l'excès d'enzymes et en même temps de rétablir un apprentissage et un comportement normal de la souris. Alors, quel est l'avantage de ce produit? C'est un produit naturel. C'est un produit qui est extrait des feuilles de thé, du thé vert, et qui donc peut être mis en clinique sans condition, je dirais, préalable. Un essai a lieu en Espagne. Il n'a pas été exposé ici, mais ailleurs, dans une autre réunion. Les résultats annoncés sont favorables. Mais en matière thérapeutique, il faut être toujours extrêmement prudent. D'une part, il faut avoir des preuves de l'efficacité, des preuves de l'innocuité, et réunir les deux, ce n'est pas toujours si facile. Alors, identifier, modéliser, traiter, ce sont les deux objectifs de progrès spectaculaires du XXe siècle. Nous espérons obtenir, dans les décennies qui viennent, des progrès spectaculaires dans le domaine du traitement, mais vous êtes concernés en aidant la Fondation à réaliser son travail par l'intermédiaire de son conseil scientifique. Je vous remercie.